Bonsoir à tous. Comme chaque semaine, France Info et l'INA vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. Vous regardez l'inattendu et vous êtes les bienvenus. Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter, par exemple. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Et qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? À mes côtés, Tariq Kaldi et Ludivine Lopez, journaliste à la rédaction de l'INA. Bonjour à tous les deux. Vous avez sélectionné des sujets d'archives qui trouvent un écho particulier avec notre actualité. Tariq, on revient avec vous sur le malaise de la police alors que les syndicats de la profession doivent être reçus au ministère de l'Intérieur. Oui, voilà, ils vont être reçus au ministère de l'Intérieur par Gérald Darmanin pour expliquer leur ras-le-bol. À ce sujet, moi, il y a un point qui m'a interpellé, c'est le manque de moyens. Pourquoi ? Parce qu'on en parle depuis des décennies. On va voir un exemple en 1975 avec l'interview d'un syndicaliste. Pour les raisons tiennent essentiellement aux moyens et aux conditions de travail. Il faut savoir qu'au plan des véhicules, par exemple, qui sont absolument indispensables à l'accomplissement de nos missions, eh bien, alors qu'il nous faudrait un véhicule pour 5, ce qui me paraît raisonnable, dans les grands services à Paris, la police judiciaire, les brigades territoriales, comme dans les sûretés urbaines en province, il y a à peu près un véhicule pour 15. Nous n'avons pas de matériel radio. Quand on songe qu'à l'Office central de répression du banditisme, qui est pourtant, d'après les augures, un service pilote en matière de matériel, il n'y a pas un seul poste de radio portable. Les inspecteurs de police disposent à peu près d'une machine à écrire pour 3, ce qui fait qu'ils doivent attendre que l'un ait fini pour taper leur rapport. Ce manque de moyens, là, ce qu'on a entendu, c'était en 1975, il y a 45 ans, et on entend aujourd'hui dans les débats exactement la même chose, mot à mot. Ça aurait pu être tourné la semaine dernière. Ouais. Autre sujet, Ludivine, le retour d'un magazine culte. Pif Gadget. Oh là là. Ça vous parle, Oh là là. j'imagine. C'était le magazine star des cours de récré dans les années 70-80. Après plusieurs tentatives de reprise ces dernières années, une nouvelle formule trimestrielle, Pif le mag, sort ce mercredi dans les kiosques. Les gadgets seront bien sûr au rendez-vous, plus écolos, plus respectueux de la biodiversité. D'ailleurs, ces objets ont marqué l'histoire du magazine. Il y en a eu des mythiques, comme les pois sauteurs. Je les ai retrouvés dans cette archive de 1971. Souvent, le gadget est un jouet. Et nous avons cru remarquer que ceux qui font vendre chaque semaine un journal de jeunes sont très souvent d'inspiration scientifique. Autre conquête des sciences naturelles au service du gadget, ces pois sauteurs, qui s'agitent sans fin comme mus par une force magique. En fait, ce ne sont que de petites prisons à l'intérieur desquelles se débat une chenille. On peut vous demander combien vous avez dû comme ça acheter de pois sauteurs ? 10 millions. 10 millions de pois pois sauteurs, oui. Enfin, nous en avons utilisé 5 millions environ. Et nous avons les 5 millions ici pour des objets de promotion qui sautent dans la cave actuellement. Ça vous rappelle des souvenirs, les pois sauteurs, Les pois sauteurs de Pif Gadget. Non, mais c'est marrant parce que je me souviens d'un cadeau de Pif Gadget et c'était justement les pois sauteurs. Ah bah vous avez, voilà, j'ai suis dans la satisfait cible. votre nostalgie. En tout cas, à cette époque, Pif Gadget et ses gadgets, justement, Pif et ses gadgets, étaient vendus à plus d'1 million d'exemplaires chaque semaine. Voilà pour l'actualité de cette semaine. Mais que s'est-il passé le 16 décembre ces dernières années ? Vous regardez le zapping de l'INA, ça s'est passé un 16 décembre, justement. Bonjour. Le sommet Fort Giscard s'achève aujourd'hui à la Martinique. Les deux chefs d'État auraient trouvé un compromis sur les futures négociations avec les producteurs de pétrole. Cergy doit être l'une des 5 villes nouvelles qui vont encadrer la capitale pour, dit-on, la sauver de l'étouffement et de la paralysie. Tête de pont, la préfecture. Construction futuriste, mariage béton, verre, acier. Voilà, t'as tout aimé, Francis. Attention à l'implosion, c'est parti. Aux 4 coins de l'Hexagone, c'est la même déferlante. Dans les salles obscures, la force est bien visible. 500 000 réservations en France, du jamais vu. C'est un privilège peut-être d'avoir fait 4 films que j'avais envie de faire. J'ai empêché personne de tourner. Je ne gêne pas le cinéma qui a l'air de m'en vouloir parce que je fais un peu ce que je veux. Les chansons d'amour, par exemple, étaient des choses auxquelles je ne pouvais pas toucher parce que c'était des chansons d'amour écrites par des hommes et ce n'était pas comme ça que j'avais envie de parler d'amour.
belle histoire d'amour. C'est fou. Bonsoir et à demain. On va parler jouets à présent, ça tombe bien, c'est de saison. Plus précisément, on va s'intéresser aux jouets genrés, poupées pour les filles, voitures pour les garçons. Ludivine, ces clichés, on la vie dure et le gouvernement tente d'en venir à bout depuis déjà quelques années. Depuis particulièrement l'année dernière, en septembre 2019, les pouvoirs publics et les professionnels du secteur signaient une charte pour la représentation mixte des jouets, une initiative renouvelée cette année, car en la matière, les stéréotypes sont bien ancrés dans la société, et vous vous en doutez, dans les archives, eh bien, ça se représente très bien, les archives sont assez savoureuses sur le sujet. Celle qui va suivre date de 1958, nous sommes en période de Noël, dans un magazine féminin. Copie fidèle d'une vraie chaise de bébé. En jouant et sans le savoir, Ghislaine prend ainsi l'habitude de l'hygiène, du confort, d'un matériel moderne de puériculture. Voilà comment, en 1958, Ghislaine apprenait à être une bonne maman grâce à sa poupée. Et du côté des garçons, eh bien, Michel et ses copains apprenaient, eux, à devenir de grands ingénieurs grâce à leur jeu de construction. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est en noir et blanc. On imagine que c'est déjà rose pour les filles, bleu pour les garçons. Oui, bah là, vous allez voir, ils vont devenir de grands ingénieurs avec ce qui va suivre, Tarek. L'électronique à la portée des plus jeunes. Ces garçons ont moins de 10 ans et avec ces plans faciles à lire, ils peuvent faire 5 montages différents de récepteurs, mais aussi d'émetteurs, à transistors bien sûr. Des garçons bricoleurs face à des filles bonnes ménagères, bien évidemment. J'imagine que ces stéréotypes à l'époque étaient largement admis. Plus que ça, ils étaient même assumés par certains professionnels du secteur. Les rayons dédiés aux garçons étaient d'ailleurs bien garnis de jouets et de figurines de guerre, la panoplie du bon bagarreur et même plus le début de la virilité, d'après ce responsable de magasin en 1976. Chez le garçon, je pense qu'il y a une virilité naissante qui fait que ce garçon a besoin de combattre. C'est un petit peu la musculature modèle que chaque garçon de 12 ou 13 ans voudrait avoir quand il sera un peu plus vieux. Cette musculature modèle, avouez-le, Tarek, Nathanaël, vous en rêviez aussi, non ? C'est peut-être un peu tôt. En tout cas, vous y êtes presque. Hein. Vous y êtes presque. En tout cas, cette interview qu'on vient de voir était diffusée à l'époque sur FR3 dans un documentaire qui traitait justement de la question du conditionnement des enfants par le jouet. C'était donc déjà un sujet dans les années 70. Et pour l'illustrer, des journalistes allaient dans une école en région parisienne. Tiens, tu me donnes le poème ? Bah, moi. Et puis je te donne la poupée. Et moi, c'est bonne fille. Non, tu la veux pas ? Non, c'est bonne fille. Tu la veux, toi ? C'est bonne oui, fille. Oui, toi, tu la veux. Bon, pourquoi tu veux pas jouer à la poupée, Kader ? C'est bonne fille, moi, c'est pas tes cheveux filles. Vous l'avez vu, hein, du côté des enfants, la distinction fille-garçon était bien intégrée. Et moi, je voulais ressembler à Big Jim, voilà. Cibler les jouets selon le genre, quelles conséquences cela peut-il avoir bien sûr sur la vie des enfants concernés, mais plus globalement sur notre société. Eh bien, les scientifiques se posent la question depuis quelques années maintenant. Et récemment, en 2015, une psychologue, Jamie Giroux, faisait ce constat, dressait ce constat. Selon elle, les adultes auraient plutôt tendance à confier des jeux de construction aux garçons plutôt qu'aux filles. Et cela expliquerait en partie la sous-représentation des femmes dans la science et la technologie. Cette responsabilité des adultes était déjà pointée du doigt dans le passé. Écoutez cet éducateur, nous sommes en 1978. L'adulte projette toujours ses propres idées, ses propres idéologies, ses propres pensées culturelles dans le jouet. En fait, quand on a essayé de laisser jouer librement des garçons et des filles, on ne constate pas de différence. Le débat sur les jouets genrés va perdurer dans le temps. En 2004, dans un reportage France 3, le constat de cette spécialiste du jouet était plutôt amer. Les garçons n'ont absolument pas le droit, et n'ont toujours pas le droit, de jouer avec des poupées. S'il y a une poupée pour la petite sœur, il a le droit de jouer avec. Mais on n'achète pas de poupée aux petits garçons parce que derrière, il y a cette crainte exprimée de l'homosexualité masculine. Ludivine, les enseignes de jouets ont quand même fait des efforts pour gommer ces clichés dont on parle, notamment dans les rayons. C'est vrai, en 2020, les rayons estampillés filles ou garçons
ont tendance à disparaître des magasins. Du côté des jouets, ils sont aussi de plus en plus mixtes, même si les couleurs bleues et roses ont tendance à perdurer, règnent toujours dans les rayons. À présent, garçons et filles jouent ensemble, contrairement aux années 50. Ils s'occupent à deux de leurs poupées, ils font le ménage, ils font aussi du bricolage. En tout cas, quoi qu'il arrive, en 2020, dégenrer le jouet, c'est le bon filon marketing. Voilà, et joyeux Noël à vous. Merci à vous aussi, Nathanaël. Voilà, maintenant que les cadeaux sont déballés, on va passer à table avec l'un des plus grands chefs français, Jean-François Piège, 2 étoiles au guide Michelin. Bonsoir, auteur du grand livre de la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires chez Hachette, j'allais dire grand et gros, il est garni, alors là il n'y a pas de problème, il y a de la recette. D'abord j'aimerais qu'on, avant de s'intéresser au repas de Noël, j'aimerais qu'on parle de votre actualité, enfin de l'actualité en général, la situation sanitaire qui vous contraint à fermer depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce week-end, vous avez manifesté avec d'autres professionnels. C'est quoi votre message ? Le message est qu'aujourd'hui, on nous a privé de notre liberté d'entreprendre pour des raisons sanitaires auxquelles, évidemment, on en convient et on laisse le gouvernement gérer. Maintenant, on ne peut pas nous laisser assumer, nous, les frais de cette fermeture si on nous prive de notre liberté d'entreprendre. Et le compte n'y est pas aujourd'hui. On a besoin d'avoir une indemnisation au niveau de nos frais. Aujourd'hui, on décaisse tous les mois. Donc tous les mois, parce qu'une entreprise fermée, c'est une entreprise qui coûte, et les indemnisations ne sont pas à la hauteur de celles qui sont là. Et puis, les grands absents, c'est les assureurs. Les assureurs auxquels on a souscrit des contrats d'assurance comme AXA ne sont pas au rendez-vous. Donc ça fait une lourde charge, et on espère que le gouvernement va nous entendre et sera à la hauteur de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si vous avez l'autorisation de rouvrir le 20 janvier, comme c'est prévu pour l'instant, vous pourriez ne pas rouvrir pour des questions d'argent ? Je pense qu'il y a une grande partie des restaurateurs qui ne vont pas réouvrir parce que le temps de fermeture est trop grand et on n'a fait décaisser que tous les mois et à un moment donné, il faut payer. Alors, cette situation vous a obligé à repenser votre manière de travailler. Est-ce qu'on peut se réinventer tout en respectant la tradition de Noël ? Il y a beaucoup de traditions à Noël. C'est quoi pour vous la recette incontournable ? Moi, Noël, j'allais dire, s'il n'y a pas de foie gras, c'est pas Noël. J'aime bien le foie gras Noël, on n'en mange pas tous les jours. Et j'aime bien aussi, je suis fan de la poularde. Moi, une très belle poularde pochée avec des légumes, une sauce albufera, du foie gras, des gens qu'on aime, Noël est réussi. Alors, le réveillon Noël coïncide souvent avec l'abondance de produits. On a souvent les yeux un petit peu plus gros que le ventre, on ne va pas se mentir. Tariq, la table est en général surchargée de mets. Oui. Bien chargé, hein, c'est un peu la grande bouffe. Généreux. Oui, généreux, disons généreux. Et tout ça, ça se vérifie bien sûr dans nos archives. On va prendre un exemple en 1958. Et tout commence comme un véritable conte de fées avec une merveilleuse pyramide de victuailles. Nous allons reconnaître des crevettes, des volailles bien sûr, des homards encore vivants, sangliers, des bécasses, des grives. En somme, tout ce qui constitue un buffet. Et vous le savez, un buffet, c'est une table à étagères plus ou moins grandes où sont disposés divers plats pour le plaisir des yeux. Mais attention, ces images qu'on vient de voir, elles n'ont pas été prises dans un foyer, on n'a pas cette pyramide de victuailles, mais dans un restaurant. Parce qu'à l'époque, dans les années 50, la tradition à Noël, elle était tout autre. À table, en tout cas, elle était tout autre. Un spécialiste nous raconte tout ça. En 1971, il organisait une exposition sur les traditions de Noël. On va l'écouter tout de suite. La famille, toute la maison va se retrouver réunie dans une commanducation, c'est-à-dire l'acte magique de manger ensemble un repas maigre, puisque nous sommes encore à la vigile de Noël, qui sera constitué par les productions essentiellement de la ferme, du mas, et dont l'abondance, en quelque sorte, sera le présage de la prospérité de l'année nouvelle, de la récolte nouvelle. C'est donc un repas joyeux, mais un repas symbolique. La symbolique, Jean-François Piège, vous estimez qu'on la retrouve encore dans ce repas de Noël aujourd'hui ? On peut la faire en cuisine. Comment ? Eh bien, sur l'équilibre, moi je parlais de poularde, au lieu de la rôtir peut-être, on peut la pocher, comme ça elle sera dans un bouillon peut-être plus léger. On peut trouver des symboles, la poularde est dans la ferme, le canard peut y être aussi, et trouver dans le bouillon, on met des légumes, on va apporter aussi une touche de légèreté, et de trouver des petites clés pour égayer
peut-être des produits qu'on aurait peut-être trouvés sous d'autres formes et les rendre festifs à Noël. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez par exemple un produit qui n'existait pas au début de votre carrière et qui aujourd'hui apparaît peut-être plus comme un produit de fête. Il est devenu un produit de fête ces dernières années. Les grands produits sont là depuis toujours, c'est pour ça que j'en ai fait ce livre, parce que c'est vrai que je l'ai organisé alphabétiquement par l'origine des ingrédients. Moi, je ne dis pas des produits, des ingrédients, c'est dans mon langage. Il y a des produits et des ingrédients qu'on retrouve aujourd'hui peut-être un petit peu plus fréquemment. C'était peut-être le végétal. C'est vrai qu'on mangeait plus de protéines avant et un peu moins de végétal aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un petit peu plus tourné vers le monde végétal. Vous savez, ces légumes qu'on avait dit oubliés, qui sont revenus en force il y a quelques années. Moi, topinambour, tout ça. Le panais, moi, j'ai jamais pensé les avoir oubliés. Mais tiens, dans une volaille, quelques topinambours pochés, des panais, et puis au cas où, si c'est Noël, on peut mettre un peu de Avec trucs. les Saint-Jacques, c'est excellent. Mais je suis d'accord. Vous devriez essayer. Je suis d'accord. Le champagne s'est également fait une place sur la table de Noël. Alors ça, par contre, Tariq, c'est pas franchement une tradition si ancienne que ça. Bah non, moi je pensais que ça se faisait depuis la nuit des temps, mais en fait, il était plutôt dans la tradition. On avait plutôt tendance à boire le vin local, le vin du coin. On va voir ça avec un exemple dans le Beaujolais. Alors, vous vous doutez bien de ce qu'on boit là-bas. On va en 1967 au Réveillon dans le Beaujolais et les hôtes avaient même un hymne pour célébrer leur vin. Ça va réputer, donne la santé. Quand il passe dans le gosier, il chauffe les vaisseaux et les pectoraux. Le vin du Beaujolais, il fait au menton et sur les nichons pousser des poils follets. Le bon petit vin du Beaujolais. Le bon petit vin du Beaujolais, mais Et vous mettez quoi à votre table? On le répète quand même, il y a des super vins mais dans le Beaujolais. Il n'y a pas de souci. Même Beaujolais nouveau. Mais vous, Jean-François Piège, vous buvez quoi à la table de Noël? Alors moi, je bois uniquement du vin français. Je suis assez cocardier, vous avez vu, j'ai fait un livre de cuisine française et j'ai un amour fou pour les viticulteurs, des gens qui aiment. Alors je bois les gens que j'aime en fait, des vignerons comme Jean-Louis Chave, et il y en a d'autres. Jean-Louis Chave, c'est l'Ermitage. Saint-Joseph, c'est un vin qui est issu de ma région natale. C'est des vins que j'aime boire parce que c'est des gens qui ont une responsabilité et qui ont une connaissance de l'histoire de la viticulture, qui font des vins délicieux. Toujours le partage, la tradition. Peut-être votre enfance. Aussi. C'est aussi ça, Noël. Mais c'est ça aussi la table, c'est cette machine à remonter le temps. Moi je dis, la seule machine vivante à remonter le temps, c'est le vin. Parce qu'on peut boire un vin de son année de naissance et c'est assez rare de pouvoir consommer un produit vivant, parce que le vin est vivant, du passé. Alors, incontournable parmi les incontournables de Noël, bien sûr, la bûche, Tariq. La bûche, oui, et qui n'a pas toujours été pâtissière. Vous le savez, la bûche, c'était bien sûr ce morceau de bois qu'on jetait à la cheminée, qu'on pouvait faire brûler la nuit, 3 jours, 12 jours, un jour par mois de l'année. Enfin, ça dépend des traditions. Il y a beaucoup de traditions différentes selon les régions aussi. La taille de la cheminée. Voilà, oui, bien sûr. Et donc cette tradition, elle était aussi, je vous disais, symbole de croyance. On va voir un exemple dans le Berry. Dans le Berry, un chêne est abattu à minuit et le chef de famille rapporte à la ferme une énorme bûche, la Caus du Nau, qui devra brûler pendant 3 jours dans le foyer sanctifié par la flamme de Noël. La cosse ayant été bénie par le maître du logis, puis par sa compagne, les parcelles de son écorce seront jetées sous les meubles pour conjurer le mauvais œil. Voilà la bûche dans le Berry en 52. Comment est-ce qu'elle est devenue pâtissière? Comment c'est devenu comment ça est passé d'un morceau de bois à ce qu'on adore manger? Il y a une tradition, il y a une histoire, mais c'est aussi l'inventivité des pâtissiers qui ont œuvré pour transformer ce morceau de bois en gâteau. C'est le gâteau roulé, en fait. C'est la version du gâteau roulé. D'ailleurs, aujourd'hui, on va même encore plus loin parce qu'on lui donne d'autres formes à la bûche. Les pâtissiers sont pleins d'inventivité, on en voit. Voilà. On parle du gâteau roulé, on le voit exactement là. L'important, c'est que ce soit peu sucré et que ça finisse sur une touche de légèreté. Parce qu'à Noël, on a souvent plus mangé, un petit peu plus riche. Donc c'est vrai que le rôle du pâtissier important, c'est de faire une bûche très légère et très vive pour qu'on garde cette fraîcheur pour vivre un bon moment. J'aime beaucoup quand vous nous parlez de la bûche que vous aimez, parce qu'elle se décline à l'infini. Elle est même salée chez vous, Jean-François Piège. Alors comment est-ce qu'on en arrive
à dire tiens, je vais faire une bûche salée? Oui, alors ça, c'est des petits jeux qu'on a de temps en temps. On aime bien s'approprier un univers d'un autre, c'est-à-dire du monde pâtissier. Et un jour, j'ai fait une bûche avec du foie gras, une bûche salée qui a permis, même avec du saumon fumé... Avocat aussi? Avocat aussi, Ouais. mais j'en ai fait pas mal, on s'amuse en fait. Moi, je trouve que la cuisine, c'est un terrain de jeu et on s'amuse à faire plaisir. Cuisiner, c'est la volonté de faire plaisir aux autres. Donc, on tire quelques ficelles parfois et on va dans le monde sucré pour l'amener dans le monde salé et vice-versa. Pas d'interdit, non, au niveau bûche, mais attention à cette grande bouffe qui peut peser lourd sur l'estomac et surtout le lendemain avec la fameuse gueule de bois. Alors, je vous propose une dernière archive avant qu'on se quitte. Malheureusement, on pourrait parler indéfiniment de nourriture avec vous. Un conseil de Rosie Morel qui nous donne son remède anti-gueule de bois en 1972. Vous avez bien mangé hier, trop mangé et trop bu. Et maintenant, vous avez la tête lourde et la langue chargée. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, il y a d'abord des petits remèdes qui ne valent à rien. Le jus de choucroute, le cresson écrasé, passons dessus. Est-ce que le médicament classique qui consiste à associer du bicarbonate de soude et de l'aspirine est efficace? Eh bien, oui. Le bicarbonate de soude ne fait pas digérer, parce qu'heureusement, on a déjà digéré, mais il augmente les sécrétions acides de l'estomac et lutte contre cette impression de bouche pâteuse. Quant à l'aspirine, elle ôte le mal de tête. Et surtout, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau. L'eau est le premier et le meilleur des médicaments contre ce qu'on appelle vulgairement la gueule de bois. Jean-François Piège, à quoi va ressembler votre 24 décembre, au soir, votre réveillon? Qu'est-ce qu'on mange chez vous en famille? En famille, on va être mon épouse et mes enfants. On va manger probablement une volaille pochée, comme je vous disais. Une belle volaille pochée avec des légumes, avec le bouillon. Et avec le bouillon, je ferai une sauce parce que je suis amoureux de cette sauce albufera. Albufera, c'est avec un peu de foie gras, c'est ça? Alors, c'est avec du foie gras ou c'est en sauce blanche avec du piment. Il y a les deux recettes dans le livre. C'est à choisir. Il y a la version Escoffier et la version Alain Chapelle. Je suis un peu plus Alain Chapelle, version foie gras, moi. J'aimerais revenir quelques instants sur la situation des restaurants, des restaurateurs. Certains de vos confrères ont décidé, même s'ils ne peuvent plus accueillir de clients, d'ouvrir leur cuisine et de faire de la livraison à domicile. On le fait nous aussi, oui. Du click and collect, c'est comme ça qu'on dit. Je sais que vous le faites. Est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer dans cette opportunité? Alors, l'hésitation, elle a été de savoir comment il fallait faire parce qu'on a réappris un métier qui n'était pas le nôtre, c'est de pouvoir, nous, on produit, on donne aux clients à consommer. Il fallait que le temps soit un petit peu plus grand, qu'on puisse réchauffer. Donc, on a travaillé pour essayer de faire vivre aux clients la même expérience chez eux que chez nous. Alors, ce n'est pas la même, c'est au plus près. Donc, il a fallu un temps d'adaptation. Une fois qu'on a eu trouvé ça, il fallait mettre en place les réseaux. Ça, toutes les équipes se sont affairées. Et oui, on le fait. C'est difficile de transporter ces 2 étoiles jusque chez un particulier? Alors nous, on a fait le choix de ne pas aller sur le terrain de la gastronomie. On a fait le choix de la cuisine bourgeoise, ce qu'on fait à la poule au pot et au grill, c'est-à-dire cette semaine, il y a un pâté croûte, il y a un contrefilet, il y a une côte de bœuf, il y a une poularde. On fait des choses comme ça, en fait. On ne cherche pas à faire croire qu'on peut faire la même chose. On a choisi la cuisine qui pouvait s'adapter. C'est ce qu'il fallait faire et on a travaillé pour ça. Et on met tout notre cœur en tous les cas. Et merci de nous faire partager votre passion. Je rappelle le titre de votre livre, La cuisine française, recettes bourgeoises et populaires. C'est chez Hachette, Jean-François Piège, 2 étoiles. Merci à vous et à très bientôt. On va se quitter bien sûr avec notre traditionnelle pépite, pas de Noël sans chant de Noël. Voici un medley interprété par Carlos, Joe Dassin, Jan Manson et Dave en 1977, oui. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh tonight. Voilà, on se retrouve dans 3 semaines, début janvier, à 21h sur le canal 27. D'ici là, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Un grand merci à celles qui nous ont aidés à préparer cette émission, Anne Delaveau et Magali Vermin, documentalistes de l'INA. Bonne soirée et bonne fête.